Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des analyses critiques du rapport officiel sur le 11 septembre 2001, celui de la commission Keane-Hamilton donc. Notre but, extraire les points saillants d'un texte source qui soulève pas mal de questions, surtout sur les incohérences et les faits jugés troublants. Alors, d'entrée de jeu, ce document pointe des soucis avec la commission elle-même. Sa création jugée tardive. Oui, plus d'un an après les faits, c'est ça. Exact. Et puis des conflits d'intérêts potentiels. On se souvient de Kissinger au début, mais la source cite aussi Keane et surtout Philippe Zelikow, le directeur exécutif. Et Zelikow avait des liens avec l'administration Bush, c'est ça. C'est ce que dit la source, oui. Sans oublier le départ de Max Cleland, ce sénateur vétéran qui trouvait qu'on leur cachait des choses. Oui, il parlait d'une enquête biaisée, je crois. Rapport final, d'après cette analyse, il se baserait surtout sur quoi alors? Hum, Essentiellement sur des sources étatiques. Et il éviterait certaines questions clés, comme l'impact des exercices militaires, les fameux War Games, qui avaient lieu ce matin-là. C'est exact. Et la source souligne que le rapport officiel, il conclut à un manque d'imagination, à des failles structurelles, Oui, un peu vague, non? voilà, sans vraiment désigner de responsable précis. Ce qui contrasterait, d'après le texte, avec un rapport interne de la CIA, resté secret, qui, lui, aurait nommé des gens. Donc un manque de reddition de comptes, c'est un point central soulevé. Absolument. Alors, entrons dans le vif. Une question fondamentale posée. Le silence des kilotes. Pourquoi les transpondeurs ont été coupés sans que le code 7500, le code de détournement, soit activé? C'est une question technique importante, oui. Et le document suggère une confusion possible à cause des exercices du NORAD, vigilant gardien. Qui simulait justement des détournements. Exactement. Les contrôleurs auraient pu penser que c'était une simulation. C'est l'hypothèse. Hmm. Et au-delà de ça, il y a les appels téléphoniques depuis les avions. Ah oui, un autre point très discuté. La source interroge leur faisabilité technique, surtout pour les portables à cette altitude en 2001. La stabilité, la durée de certains appels. Comme ceux de Betty Young ou Jeremy Glick, c'est ça. Oui, des appels jugés étonnamment longs et clairs par certains. Et puis, le fait qu'on n'ait jamais eu les enregistrements complets des boîtes noires ou du contrôle aérien. Ça n'aide pas à lever les doutes, disons. Ça alimente les interrogations, forcément. Passons à l'effondrement des tours. Comment des tours en acier, conçues pour résister à des impacts d'avions, ont pu s'effondrer si vite? Et si symétriquement, quasiment sur elles-mêmes. Voilà, l'explication officielle, c'est les incendies qui affaiblissent la structure. Mais la source oppose l'idée d'une démolition contrôlée. Oui, en s'appuyant sur plusieurs choses. L'expression pull it de Larry Silverstein pour la tour 7, Qui pourrait vouloir dire démolir dans le jargon SFR. c'est l'interprétation qui est donnée, oui. Il y a aussi des témoignages sur de l'acier fondu, du soufre dans les débris, des choses pas forcément attendues avec un simple feu de kérosène et de bureau. Et surtout, la tour 7. Elle n'a pas été touchée par un avion. Et son effondrement reste, disons, moins bien expliqué par le scénario officiel des incendies seuls. Même les rapports du NIST et de la FEMA, d'ailleurs, admettent ne pas avoir tout résolu sur ces effondrements. Le texte cite aussi la tour Windsor à Madrid. Ah oui, en 2005. Un incendie énorme pendant des heures, et elle ne s'est pas effondrée. Ça pose la question des précédents, forcément. La source fait un parallèle intéressant, peut-être un peu surprenant, avec les attentats de Londres en 2005. Le 7 juillet, oui. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle cite des experts comme Andy Hyman de Scotland Yard ou le français Christophe Chabou, qui, d'après l'analyse des dégâts, suggèrent que les bombes dans le métro Oui, auraient pu exploser depuis le plancher des wagons, pas juste depuis des sacs à dos, ce qui impliquerait une opération différente de la thèse officielle des kamikazes. intéressant comme parallèle sur la remise en cause des versions officielles. Alors, pour en revenir au 11 septembre, fort de tous ces doutes, quels scénarios alternatifs sont évoqués dans ce document? Plusieurs pistes sont explorées, basées sur ces anomalies. D'abord, l'idée que les exercices militaires aient servi de diversion ou de couverture. D'accord. Ensuite, la possibilité d'un contrôle à distance des avions. On mentionne une société, System Planning Corporation, qui travaillait sur ce genre de technologie pour l'armée. Ah oui. Puis l'hypothèse d'une substitution d'avions. On fait référence à l'opération Northwoods, un vieux projet des années 60. De fausses attaques pour justifier une action militaire, c'est ça? Exactement. Et on pointe des anomalies sur certains vols ce jour-là. Il y a aussi les délits d'initiés, des mouvements boursiers très suspects juste avant, qui n'auraient jamais été vraiment élucidés. Et les avertissements préalables?
Oui, reçus par les sociétés comme Odigo, une messagerie instantanée, ou Zim Shipping, une compagnie maritime israélienne qui a déménagé ses bureaux du WTC peu avant. Un autre point qui revient souvent dans cette analyse, c'est le manque de preuves ou leur gestion. Tout à fait. L'absence de débris majeurs des avions au Pentagone, moteurs, boîtes noires, C'est troublant ça. l'identité de certains pirates présumés, contestée ensuite, car certains auraient été retrouvés vivants. Ah bon? Oui, d'après certains reportages de presse à l'époque. Et puis, le peu du vidéo de surveillance nette des suspects dans les aéroports, et enfin l'évacuation très très rapide des débris du WTC. Ce qui aurait empêché une analyse plus poussée, selon l'auteur, Voilà. une enquête forensique détaillée. Donc, pour résumer, ce document met vraiment en lumière un fossé entre le récit officiel consolidé par la commission Keane-Hamilton et puis toute une série de questions techniques, factuelles, procédurales, qui restent sans réponse satisfaisante pour l'auteur. Oui, ces contradictions, ces zones d'ombre, elles nourrissent les interrogations, c'est clair. C'est ça. Effectivement. L'exploration de ce texte, ça laisse songeur sur la complexité des événements et la difficulté d'établir une vérité unique face aux versions officielles. Et ça ouvre sur une question plus large, je trouve, que la source pose un peu en filigrane. Face à des drames pareils, et aux zones d'ombre qui persistent, quelle est la part de vérité qui nous est accessible? Et quel rôle pour le questionnement critique, pour les enquêtes indépendantes, face au récit institutionnel?